Moistrad, Journal d'un vampire, chapitre 1er, 12e lune, 347. Au lendemain matin, j'arrachai à grand-peine mon corps endolori au lit de camp. Je commençai la journée avec un pain au fromage et un bol de bouillon de bœuf chaud. Peu à peu, pendant que mes douleurs s'estompaient, le liquide accomplit le miracle quotidien de me réveiller. Bien que je fusse en meilleure forme que des hommes à moitié moins vieux que moi, j'avais 42 ans et je ne rajeunissais pas. Chaque jour, il me fallait plus longtemps pour me débarrasser des courbatures de la nuit. Un matin glacial et humide comme celui-ci n'arrangeait rien. Les braseros de ma tante ne me protégeaient ni du froid ni du passage du temps. Mon barbier arriva. Sans mot dire, il me rasa le menton et les joues sous les yeux des gardes. Même s'il ignorait les détails, les soldats savaient que quelque chose se tramait. Se faire raser met un homme dans une position vulnérable, la tête en arrière, le cou ouvert. Mais un rasoir n'était pas un couteau. En espérant avoir affaire à un balversi, attaché aux traditions, je me détendis grâce aux soins que me prodiguait le barbier. Les poils qui restaient dans la serviette étaient grisonnants. Heureusement, mes cheveux n'étaient pas touchés, restant épais et noirs, comme toujours. Quand ils deviendraient gris, aurais-je recours à la teinture ou cesserais-je simplement de me regarder dans un miroir ? Dégoûté, j'arrêtai de m'apitoyer sur moi-même. Les hommes vieillissent, me dis-je en m'enveloppant de ma cape à col de fourrure. Je ne suis pas différent des autres. Pourquoi perdrais-je de l'énergie à y penser ? Suivi des deux gardes, je sortis de ma tente alors que le soleil émergeait à l'horizon. La lumière envahit la vallée se réfléchissant sur le pic élevé au pied duquel nous avions dressé le camp et, illuminant de formidables rochers au nord et à l'ouest, 3000 pieds au-dessus de nous, perché dans un promontoire naturel, se dressait le château Ravenloft. Ses murs blancs renvoyaient les rayons du soleil. Élément le plus marquant du paysage, l'édifice agissait comme un aimant sur toutes les armées de passage. Son seigneur s'était rangé du mauvais côté du conflit. À présent, sa tête était fichée sur une pique près de l'endroit où on brûlait les morts. Je l'avais tué moi-même. Cela n'avait pas été facile, bien qu'il n'eût pas été un très bon guerrier. Ses talents étaient surtout l'intimidation et la brutalité, des armes peu efficaces devant une épée. Ses terres et son château en ruine étaient désormais à moi de par le droit du combat et de la conquête. Aujourd'hui, pour la première fois, j'allais y pénétrer pour en prendre possession. Le camp bouillonnant d'activité, les cuisiniers et les innombrables marmitons s'affairaient à préparer le repas du matin. D'autres serviteurs vaquaient à leur corvée. Cette armée invisible avait maintenu ma troupe sur pied. Ces gens faisaient une partie du bruit de fond, comme le battement d'un cœur. N'importe lequel peut être le balversi, pensais-je, peu rassuré. Je réussis à chasser cette idée de mon esprit. Tant que l'assassin était libre, je pouvais difficilement être plus en sécurité qu'ici. Sous ma tunique, je portais une cotte de mailles très fine, elle était lourde, mais je l'avais depuis si longtemps que je remarquais seulement son absence. Seule une lame très fine pouvait la pénétrer. Je savais que les armes traditionnelles des balversis seraient plus dévastatrices qu'un simple stylet. Peu d'hommes avaient vu briller les couteaux des assassins et y avaient survécu pour en raconter leurs histoires. Les gardes de leurs poignards étaient décorés de rouge, de noir et d'or, rouge pour le sang qu'ils versaient, noir pour la mort qu'ils donnaient, et or pour le seul mode de paiement qu'ils acceptaient. Qu'importe, toutes les guildes ont droit à leur symbolique. Par contre, leurs dagues étaient magiques. Cela signifiait qu'un attaquant malingre pouvait frapper et tuer un colosse. J'avais assez étudié les arts occultes pour prendre ces rumeurs au sérieux. La grande prêtresse, dame Ilona Darovnia, venait vers moi à pas décidés. Malgré les conditions rudimentaires du camp, cette solide femme d'une 50aine d'années parvenait à ne jamais souiller les robes bleu clair de son ordre. Ses cheveux noués en une tresse grisonnante battaient sur une de ses épaules. Seules des cernes autour de ses yeux témoignaient qu'elle avait passé la nuit debout avec ses adeptes pour porter secours aux blessés et aux mourants. Nous arrêtâmes à 3 pas l'un de l'autre afin d'échanger les politesses et les révérences correspondant à nos rangs respectifs. Puis, elle s'approcha pour me parler discrètement. « Alec vous a prévenu ?» demanda-t-elle à voix basse. Elle parlait rarement fort, sauf quand elle entonnait ses chants de dévotion. « Oui, avez-vous quelque chose à ajouter ?»« Mes regrets de n'avoir rien pu obtenir d'utile pour vous. » »« Qui était l'homme que vous avez interrogé, dame Ilona ?»« Un des nôtres, il s'appelait Vlad, un nom assez courant. Un jeune homme, pas plus de 20 ans, il n'avait rien de spécial, c'était un fermier, comme 1000 autres conscrits parmi vos hommes. Êtes-vous sûr qu'il était ce qu'il semblait être ? Oui, Seigneur, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai essayé de le rappeler et que mon âme a frôlé la sienne. Comment quelqu'un d'aussi insignifiant a-t-il pu avoir connaissance d'un complot contre moi ? Je préférais rester vague en présence des gardes. Pensez-vous qu'il mentait ? Dame Ilona me répondit « Non, je crois qu'il a entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû et qu'il nous a transmis l'information espérant une protection spéciale. » « Mais qui était son commandant ?»
Là-dessus, elle hésita, l'air embarrassé. « Eh bien, Seigneur, c'était vous. » Si ma vie n'avait pas été en jeu, j'aurais pu en rire en la circonstance, je haussai simplement les épaules. S'il avait eu la présence d'esprit de nous donner une indication utile, un nom par exemple, peut-être a-t-il mal interprété les choses. Je ne peux pas prendre le risque de baisser ma garde. Là-dessus, elle me répondit « Peut-être le devriez-vous » Elle resta impassible tandis que je la dévisageais. Je serrai les mâchoires pour ne pas laisser échapper des paroles violentes. Elle prit cela pour un signe l'encourageant. « Vous pouvez passer le reste de votre temps à attendre l'assassin. Vous pouvez aussi lui faire face et me faire confiance pour vous ramener à la vie si cela tourne mal. Vous pensez que votre Dieu consentirait à accomplir un tel miracle pour un homme tel que moi ?» Ses yeux se plissèrent. Son sourire était engageant quand elle daignait en faire un. « La foi fait le miracle et le miracle fait la foi, répondit-elle. Les membres de son ordre avaient en horreur les boucheries de la guerre. Pourtant, c'était parmi les malheureux secourus pendant les conflits qu'il faisait le plus de convertis. Comme celui de me rappeler à la vie, lui dis-je. Cela se produira au moment opportun. Je vous offre une autre solution que d'être sans cesse sur vos gardes. Je lui répondis que ce serait une solution plutôt radicale si elle était l'assassin. Je m'attendais à cela venant de vous, dit-elle, sans paraître insultée. Prenez la décision que vous désirez. Je ne suis pas la seule à pouvoir vous aider de toute façon. Vous savez, il y a d'autres religieux ici dans le camp, dit-elle. Oui, mais ils sont tous vos subordonnés, lui fis-je remarquer. Très bien, dit-elle en soupirant. La guilde Baal-Verzi est vraiment haïssable, ces tueurs détruisent la confiance et comment peut-on vivre sans ? J'étais prêt à en débattre avec elle, mais je me souvins de mon barbier, c'était vrai. Je lui avais fait confiance. À chaque moment, j'accordais divers degrés de confiance à ceux qui m'entouraient. Le Baal-Verzi pouvait être n'importe lequel d'entre eux. Si je ne le découvrais pas, j'allais passer ma vie à guetter le coup fatal. Il n'y aurait aucun plaisir dans une telle existence. Du travail attendait Ilona. Elle entra dans une tente, impassible, comme si la puanteur des morts et des mourants ne signifiait rien pour elle. C'était peut-être le cas. Femme déterminée, elle avait une foi inébranlable. Si elle l'avait brandie à la face des gens comme une bannière, elle aurait été insupportable, à l'instar de beaucoup d'autres bigots. Mais elle n'avait pas de goût pour ce type d'aptitude et aucune indulgence pour ceux qui s'y adonnaient. Je la laissai à ses œuvres pour aller vers l'enclos où gardaient les chevaux. Me voyant, les palefreniers se tinrent un peu plus droits et ils travaillèrent avec un peu plus d'énergie. C'était parfaitement naturel. Ce qui comptait, c'était que la discipline soit peu ou prou maintenue en mon absence. À en juger par l'état des chevaux, c'était le cas. Un homme s'inclina vers moi. « Tout est prêt suivant vos ordres, mon seigneur. » À côté des chevaux scellés se tenaient leurs cavaliers. Alec Goulim était parmi eux. Il me regarda de pied en cap pour s'assurer qu'aucune lame ne m'avait transpercé pendant mon sommeil. Frais et dispos, il était le seul à posséder un don particulier pour survivre aux célébrations de victoire. Près de lui, vacillant presque, Ivan Buchvolt démontrait qu'il était meilleur soldat que buveur. Son jeune frère Ilya et son beau-frère Léo Diliznia, qui n'avaient pas bien résisté à leur nuit non plus, le soutenaient. Tous trois ayant fait leurs preuves sur le champ de bataille, je n'allais pas me montrer mesquin. La chevauchée de ce matin les remettrait d'aplomb assez vite. Derrière Léo se tenait son frère aîné, Reinhold Diliznia. Bien qu'un peu plus jeune que moi, il semblait beaucoup plus vieux. Son visage était sans cesse lugubre, probablement à cause d'une mauvaise digestion chronique. Victor Wachter, debout à sa gauche, était le mari de sa sœur. À sa droite se trouvait le beau Gunther Kusko, un ami de leur famille. Bien qu'il soit de 10 ans l'aîné du groupe, l'homme avait du panache. Son visage était un peu verdâtre ce matin, le prix de trop de vin et très peu de repos. « Bonjour, Seigneur Strad, dit-il, s'inclinant légèrement. Les autres l'imitèrent. « Était-ce lui ?» « Bien sûr, tout était possible, me dis-je agacé. Alec me regarda comme s'il avait lu mes pensées. Je montai sur mon cheval. Les guerriers firent de même. Nous formions une belle colonne et quittâmes même le camp sous les acclamations des autres soldats. Ayant rejoint la route de Svalitch, nous prîmes la direction du sud. Nos cartes indiquaient que se diriger vers le nord-ouest aurait réduit notre trajet de plusieurs lieues. Mais cela nous aurait conduit au pied des chutes de Tser, où nous n'aurions pas trouvé de pont pour traverser. La route montait fortement. L'air se refroidit avec l'altitude. De plus en plus de neige couvrait le sol, drapant complètement le passage. J'avais déjà envoyé un détachement prendre possession du château. La preuve de son passage était imprimée dans la neige, devenue de la boue gelée. Nos chevaux luttèrent longtemps pour atteindre enfin un sol rocheux. Si l'absence de neige rendait le chemin plus sûr, il restait le danger des plaques de verglas. Le cheval de Gunther désarçonna presque son cavalier quand il glissa sur l'une d'entre elles. Gardant son sang-froid, Gunther ne lâcha pas les rênes. Plus tard, il rit de sa mésaventure. Pourtant, une chute dans ces montagnes équivalait à une condamnation à mort pure et simple. Nous arrivâmes devant le pont en fin de matinée. Une douzaine de gardes nous firent leur rapport.
La nuit avait été calme. Je regardais en haut du parapet et vis mon pays. Pour la première fois, je vis la Barovie. Au-dessus de nous se trouvait le cul-de-sac où aboutissait le raccourci. C'était l'hiver, à l'exception des pins, les arbres étaient nus et gris. J'apercevais l'emplacement des camps de gitans près du lac de Tser. Ils étaient partis loin vers l'est pour échapper à la guerre. Les villageois affirmaient qu'ils reviendraient probablement au printemps. À côté du campement, sur la droite se distinguait à peine la croisée des chemins où se trouvait mon propre campement. Au centre de la vallée se dressait le village de Barovie, traversé par la route de Svalic. Les arbres y étaient beaucoup moins nombreux en raison des surfaces cultivées. Il était difficile d'en juger en cette saison hivernale, mais le pays semblait assez riche pour valoir la peine d'y vivre. Quand l'armée était passée par le village, ses habitants ne m'avaient guère impressionné. Ils étaient petits, costauds et basanés, et trop farouches, ou bien trop inquiets pour chercher à plaire. On ne pouvait pas les en blâmer, car ils échangeaient de mauvaise grâce un seigneur contre un autre. Mon prédécesseur était certes un homme dur, mais il les connaissait. Peu m'importait ce que ces bougres pensaient de moi, tant que leurs impôts remplissaient mes coffres. Sur ma gauche se dressait le château, mais je ne pouvais pas le voir du pont, car une autre avancée rocheuse plus élevée encore nous en séparait. Je sursautai presque quand Alex se matérialisa à côté de moi. Je ne l'avais pas entendu à cause du bruit des chutes d'eau qui s'écrasaient 700 pieds plus bas. « Le repas est prêt, Seigneur, dit-il, criant pour couvrir le vacarme. Mangeant avec les hommes en silence, je regardais leurs visages avec le vain espoir de lire leurs sentiments. Léo Dilisnia et Ilya Buchvold avaient recouvré assez de force pour plaisanter sur les réjouissances de la veille. Reinhold écoutait les vantardises de son jeune frère avec une tolérance amusée, mais Ivan Buchvold leur prêtait à peine attention. Il semblait préoccupé par quelque chose. « Vos pensées semblent être ailleurs, Ivan, lui dis-je. »« Oui, monseigneur, répondit-il l'air tendu. Si vous les partagiez avec nous, elles vous absorberaient peut-être moins ? Ce ne sont pas des choses qui vous intéressent beaucoup, seigneur Strad. Je forme seul mon jugement sur ce qui m'intéresse ou pas. » Reinhold semblait prêt à intervenir. Pourtant, ce n'était pas lui que je regardais, mais son beau-frère. « Eh bien, Ivan ?» Il me sourit, l'air gêné. J'étais seulement inquiet pour ma chère femme, Gertrude. Elle est près de son terme, et je n'ai reçu aucune nouvelle d'elle. Son terme ? Peut-être avait-elle une maladie mortelle ? Reinhold prit la parole. Il espère que le garnement que lui donnera sa femme sera un garçon, comme si 2 merveilleuses filles à élever ne présentaient pas assez de travail. Des histoires de famille, Ivan avait raison, cela ne m'intéressait pas et ils le savaient tous. Mais il y avait un autre aspect à cette affaire. Si vous aviez un fils, obtiendrez-vous une part supplémentaire du domaine de votre beau-frère ? Bien sûr, monseigneur, mais cela n'est pas important en ce moment. Ma femme... Il parla ainsi de sa chère Gertrude, de ses nombreuses qualités, de sa santé fragile. Très vite, je perdis le fil. Avec tout le butin qu'il allait amasser lors de cette campagne, le manque d'intérêt d'Ivan pour le domaine de Dilisnia pouvait bien être sincère. Ce n'était pas le cas de Reinhold. Aîné de la famille, il était à la tête du clan depuis 2 ans et n'avait pas beaucoup prospéré pendant la guerre. Les Dilisnia n'étaient pas une petite famille, Reinhold devait subvenir aux besoins de son frère et de ses 2 sœurs et d'une 12aine d'enfants au total. Sans compter les cousins, les serviteurs et les serfs, Léo était le seul à ne pas s'être marié. Une sage décision, étant le cadet, il hériterait des miettes de la fortune familiale. Je pensais à nouveau à Reinhold. Si je mourais, sa position dans l'armée lui permettrait de prendre le contrôle de la Barovie, une récompense motivante pour qui aurait le courage de la revendiquer. À l'exception de Gunther et d'Alek, tous mes hommes avaient des liens de parenté divers. Les Dilisnia avaient servi les von Zarovitch pendant des générations, mais pas toujours sans fourberie et pour des enjeux bien inférieurs. Sous mes yeux, le visage de Reinhold s'assombrit. Il rendit son assiette à moitié pleine à un serviteur. Puis il se leva, une main appuyée sur son estomac. Ce n'était pas de la culpabilité donc, mais des troubles gastriques et un embarras trop banal pour un balversi. Il y a un traître dans le camp. Les paroles d'Alek conférèrent à ma nourriture un goût de cendre. Comme Reinhold, je rendis vite mon assiette à un serviteur. Puis, je m'approchai de lui, seul. « Monseigneur, demanda-t-il, vous cherchez la solitude, Reinhold ? J'espérais qu'une promenade calmerait mes douleurs. Vous devriez consulter Damilona, lui dis-je. Elle a déjà bien assez à faire. Quelle importance peuvent avoir quelques crampes d'estomac face aux hommes grièvement blessés qui ont réellement besoin de son aide. Sa main disparut dans son manteau, mais il n'en sortit qu'un petit flacon, il but longuement. C'est un médicament pour calmer les brûlures, de l'herbe à chat et du fenouil. Nous nous éloignâmes du pont. « Regardez, au-delà de cette montagne, dit-il, montrant l'endroit du doigt. Le mur d'enceinte blanc du château qu'on pouvait tout juste apercevoir brillait dans le ciel gris de l'hiver.
Vivrez-vous là-bas ? Demanda-t-il. Je lui répondis que cela dépendra de l'état des lieux. Dorian l'Ancien avait la réputation d'être un port. La bâtisse est peut-être devenue une ruine qui ne vaut pas la peine d'être reconstruite. C'est vrai, mais il a quand même été idiot de la quitter pour se battre dans la vallée. Il aurait dû attendre que nous fassions le siège de son château. À cette altitude, une simple tempête de neige aurait balayé la moitié de nos troupes, et l'autre moitié aurait été en proie aux fièvres. Étonné, je lui demandis « De quel côté êtes-vous donc, Reinhold ?» « Du vôtre, monseigneur, mais je ne supporte pas tant de négligence stratégique. Ce pont aurait pu nous retenir des semaines. S'il avait placé des archers sur la falaise, nous aurions été massacrés en tentant de le traverser. Dorian aurait pu aussi bloquer le passage avec des rochers. Comment a-t-il pu être aussi stupide ?» Amusé, je lui répondis « Contentez-vous donc de vous réjouir de sa bêtise ?» Et d'un air maussade, il me dit « Comme il vous plaira, monseigneur. » Les propos de Reinhold étaient sensés. Selon moi, Dorian avait voulu finir en beauté, non comme un rat crevant dans son trou. Pour survivre à un siège, il fallait pouvoir compter sur des soldats qui prendraient les assaillants à revers. Dorian était seul et il le savait. Ses raids avaient été beaucoup trop nombreux, personne n'était prêt à payer sa rançon. Mieux valait une mort glorieuse que de macérer dans la sueur glacée, rongé par la famine en haut des montagnes. Alec nous avait rejoints. Il n'avait pas l'air très heureux, sans doute pensait-il que je prenais trop de risques. Il déclara simplement que nous étions prêts à repartir. Notre ascension continua à un rythme plus rapide, car la partie la plus dure était derrière nous. Après un dernier tournant le long de la route, le château apparut. Chacune des tours jumelles bâties au bord de la montagne aurait pu faire un donjon redoutable, mais ce n'était rien comparé à ce qui se révéla à nous. Le mur d'enceinte de 40 pieds était semé de tourelles quadrangulaires encore plus hautes que lui. Ces structures massives semblaient elles-mêmes insignifiantes face aux tours d'angle rondes du donjon, la plus grande atteignant 3 fois la taille du mur d'enceinte. Comment des hommes avaient-ils pu bâtir de telles merveilles ? Nous traversâmes le pont-levis qui paraissait en bon état. La profondeur du gouffre qui l'enjambait était phénoménale. Le portail était si grand qu'un géant des montagnes aurait pu y passer sans baisser la tête. Les portes à échelle humaine au-delà de la herse, l'équivalent de trous de souris dans une demeure d'homme, semblaient un ajout ironique du constructeur. Les hommes qui les gardaient, si petits et si imbus de leur importance, renforçaient cette illusion. Ils ressemblaient à des petits soldats de plomb. Traversant le pont-levis, nous traversâmes un court tunnel. La herse était pourrie et inutile pour la défense. Nous nous arrêtâmes dans la cour pour voir de près le donjon. « Magnifique !» s'émerveilla Günther. « C'est une ruine !» marmonna Alec. « Vous avez raison tous les deux !» dit Victor Wachter. « C'est une ruine magnifique !» Reinhold, qui avait remarqué que cela ne m'amusait pas, leur ordonna de se taire. Ce château, en effet, avait connu des jours meilleurs. Des détritus s'entassaient dans la cour. Là où ne poussaient pas les mauvaises herbes, on pataugeait dans la boue. Mais la pierre était solide et belle, une évidence pour qui savait voir. Les immenses murailles, les fenêtres, les créneaux vides et surtout la taille de l'édifice m'impressionnaient comme rien ne me l'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas une bâtisse destinée à servir de forteresse à un petit seigneur perdu dans les montagnes, mais le siège du pouvoir d'un grand roi, ou même d'un empereur. Et elle était à moi. Je frémis jusqu'aux entrailles. Que c'était bon, du moins, c'est ce qu'il me sembla alors. Le capitaine Erig, chef du groupe qui nous avait précédés, se tenait au garde-à-vous, devant l'entrée principale du donjon. Je lui indiquai d'approcher avec son aide de camp. Il s'inclina et me transmit officiellement le droit de propriété des lieux. L'aide de camp me remit les clés et un parchemin contenant un inventaire détaillé du butin que les occupants précédents avaient abandonné. J'y jetai un coup d'œil rapide, mais remarquai la quantité limitée de nourriture. Une autre explication du comportement suicidaire de Dorian. Je tendis le parchemin à Alec. À mon signal, Reinhold descendit de cheval, sortit de sa sacoche de son cheval une bourse de velours noir et la donna au capitaine Erig, qui l'accepta, puis la confia à un jeune sergent qui disparut à l'intérieur du bâtiment. Je descendis également de cheval, fort raide après une si longue randonnée. Les muscles de mon dos et de mes cuisses me faisaient mal, mais je tins pas compte de la douleur. Je fis un signe de tête à Erig, qui leva un bras. Derrière nous, un corps retentit pour appeler les soldats, qui n'étaient pas de garde dans la cour. Tous les regards étaient fixés sur moi. Tenant mon poignard de la main gauche, je tendis ma main droite à Reinhold. Il enleva mon gant et releva la manche jusqu'à ce que mon avant-bras soit dénudé. Le prêtre s'approcha, psalmodiant des prières.
une aiguillère d'or remplie de vin entre les mains. Il versa le liquide sur la lame de mon poignard. Faisant le signe sacré de son culte, il recula pour reprendre place parmi les hommes. Je brandis mon poignard vers les cieux, puis je le dirigeai vers le nord, l'est, le sud et l'ouest. Pour finir, j'entaillai légèrement mon poignet gauche. « Je suis Strahd, je suis la Barovie », dis-je, récitant l'antique formule du rituel de la prise de possession. Le sang perla, coula le long de ma paume et goûta sur la terre boueuse. Soyez tous témoins ici. Moi, Strahd, je suis dorénavant propriétaire de la Barovie.